Chers amis, chers camarades, merci d'être là ce soir en nombre limité parce que, comme vous le voyez, on n'a pas des locaux très très grands, donc sont invités aujourd'hui les militants qui ont participé à la campagne législative, à la campagne présidentielle et les militants franciliens. D'abord, je souhaite vous dire le plaisir de se retrouver ensemble ici. La dernière fois qu'on s'est réunis pour des vœux, c'était en 2020, dans cette salle. Le parti fêtait alors son premier anniversaire. Et même s'il existait déjà à l'époque des signes annonciateurs, personne n'avait envisagé la crise sanitaire, sociale, économique et démocratique que nous allions traverser quelques semaines plus tard. Le Covid a profondément bouleversé nos vies. Ça nous a bouleversés par la disparition de proches, de camarades, de parents. Bouleversés aussi dans nos habitudes de vie, de travail et de militantisme. Les partis politiques n'ont pas été épargnés par cette crise. Nous avons été contraints d'inventer de nouvelles façons de travailler, d'échanger, de communiquer, même entre nous. Nous avons découvert les visioconférences et le militantisme réduit aux seuls réseaux sociaux. Mais cela n'a pas entamé notre détermination. Nous n'avons pas posé les armes et quelques mois à peine après la grande campagne contre la privatisation d'ADP, en plein confinement, la GRS a été à l'initiative d'une semaine de débat entre les partis de gauche à travers les émissions Déconfinons le débat. Un exercice inédit, totalement en ligne, qui s'est perpétué depuis et qui a démontré notre capacité à discuter avec tout le monde. Nous sommes maintenant sortis des confinements, des mesures d'éloignement et des restrictions sociales, et c'est heureux. Quoi de pire pour un militant que d'être privé du contact humain, du regard de son camarade, de la musique humaine en général? Si nous mesurons à peine aujourd'hui les conséquences de cette crise sur nos vies et la société tout entière, une chose est sûre. Elle a fait la démonstration que nos analyses étaient les bonnes. Sur l'état de nos services publics d'abord. 30 ans de politique d'austérité ont mis à genoux l'hôpital, la santé de proximité, l'école, les administrations territoriales, les collectivités, les organismes de contrôle. Services qu'aucun cabinet de conseil anglo-saxon ne pourra jamais remplacer. J'en profite pour rendre ici hommage à tous ceux qui ont, malgré les pénuries et les manques du gouvernement, fait face pour maintenir un haut niveau de service et de solidarité. Raison encore sur l'état de notre économie. Notre dépendance à des puissances étrangères pour la fabrication de médicaments, de matériel médical, n'est que la face visible de l'iceberg de la désindustrialisation. On s'en doutait, mais nous avons découvert à l'occasion de cette crise à quel point la France avait été la victime des politiques libérales et nous avons alors mesuré les dégâts qu'elles ont causés. Quelle conclusion faut-il en tirer? Pour nous, c'est évident. Il faut plus d'État, plus de planification, plus de souveraineté, plus de politique publique, plus de solidarité, plus de redistribution des richesses. Je crains, et le gouvernement nous le prouve encore avec son projet de réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron n'arrive pas à la même conclusion. Il serait facile de répéter à l'envi le même slogan. Le gouvernement est fort avec les faibles, faible avec les forts. Et pourtant, Emmanuel Macron incarne cette maxime populaire mieux que personne. Alors sur tous ces sujets, comme sur le reste, nous sommes mobilisés. Mobilisés pour défendre nos idées et nos projets. En présentant plus de 100 candidats aux élections législatives, nous avons fait entendre une autre voix pour parvenir au nécessaire rassemblement de la gauche que nous avons toujours défendu, appelant dès 2018 à un nouveau Front populaire. Cette voix, c'est la gauche républicaine. La gauche pour vivre mieux, la République pour vivre ensemble. Et cette proposition a eu du succès dans les urnes, modeste, mais du succès. Nous sommes maintenant un parti représentatif, reconnu par l'État comme concurrent au débat public. Et nous prendrons toute notre place dans le débat. C'est pourquoi, à l'occasion de notre congrès en novembre à Pantin, nous avons décidé de nous réorganiser en profondeur. Avec la création du collectif de direction, l'élection de l'animateur national par le congrès et des animateurs départementaux par les militants, c'est une organisation résolument collective, démocratique et tournée vers les territoires que nous avons inscrite dans nos statuts et la réalité. La gauche républicaine et socialiste veut être un outil efficace pour tous ceux qui n'ont pas renoncé à changer la vie.
Il ne s'agit pas ici de contenter telle ou telle fraction, ni de seulement faire la gloire d'un leader ou d'un tribun. Notre ambition s'inscrit dans la grande tradition socialiste, celle que nous pouvons faire remonter à Spartacus pour la dénonciation de l'injustice, à Jaurès pour la République sociale, à Blum pour le rassemblement, à Mitterrand pour la victoire. Notre ambition est au service de l'intérêt général, des Français et de la République. Cet engagement dans la vie sociale et démocratique du pays, il commence en 2023 par la mobilisation contre la réforme des retraites. Avec les organisations syndicales, les organisations de jeunesse et les partis de gauche, nous sommes décidés à faire reculer le gouvernement sur ce projet qui représente l'une des lois les plus régressives et antisociales des 20 dernières années. Les manifestations du 19 janvier auxquelles nous avons participé partout en France ont été un franc succès. Comme nous l'avons dit au syndicat, nous continuerons d'appuyer ce mouvement jusqu'au retrait total du texte. Pour 2023, la GRS ne manque pas de projets, à commencer par la formation de nos militants qui ne s'écartent pas du débat d'idées, que nous allons régionaliser et organiser annuellement avec la création prochaine de nos universités populaires. Après le beau succès des universités de la gauche républicaine en 2022, nous proposerons à nouveau à nos partenaires de tenir les UGR à Rochefort le dernier week-end de septembre. Et plusieurs cycles de débats, comme les émissions Déconfinement le débat et les soirées de Corbera, se tiendront tout au long de l'année. Pour les militants, de nouveaux moments d'échange et de convivialité seront organisés, comme les fêtes Marianne et les soirées régionales le premier vendredi de chaque mois. Comme à notre habitude, nous le ferons avec l'ensemble des partis et mouvements de gauche. Car, même si nous pouvons avoir des désaccords, de fond ou de forme, rien de ce qui est de gauche ne nous est étranger. Merci à tous pour votre présence. Merci à ceux qui ont préparé ce moment de convivialité. Derrière un parti, il y a toujours des petites mains qui travaillent. Élodie, Antoine, Mokhtar et Toul pour l'orga. Merci également à tous ceux qui ont pris récemment des responsabilités dans les pôles qui font désormais vivre la GRS au quotidien. Frédéric pour les idées et la formation. Pierre pour la communication. Merci de faire vivre ce parti auquel nous tenons tant. Après tout, rien n'est plus beau que d'être au service de ses camarades et de ses concitoyens. Bonne année, bonne et heureuse année à tous. Bien, normalement, entre Anthony et moi, Marie-Noëlle Lienemann devait prendre la parole. Personne n'est jamais arrivé à faire taire Marie-Noëlle Lienemann jusque-là. C'est donc un moment historique que nous vivons ensemble. Il se trouve que suite à une petite opération, elle doit ménager ses cordes vocales, mais rassurez-vous, elle reviendra très en forme. Et celles et ceux qui, notamment au gouvernement, au moment des questions, au Sénat, se réjouissent de ce silence qui ne va pas durer très longtemps et ne seront pas déçus quand elle reviendra en pleine forme avec une voix qui porte, une voix singulière, une voix VOIX, mais aussi une voix singulière VOIE, quand on connaît le parcours, la détermination, la ténacité de Marie-Noëlle. Donc voilà, on va passer sur son discours, elle devait dire plein de choses intéressantes. Et moi, généralement, j'arrive toujours en complément. Mais vous savez à quel point c'est un bonheur de militer avec elle. Et puis la complémentarité, elle, c'est les idées, le charisme. Moi, derrière, j'essaie de suivre, c'est pas toujours facile. Je n'ai ni l'inventivité, ni l'imagination de Marie-Noëlle. Enfin, bon, c'est ça qui fait aussi le succès de notre duo, qui dure depuis un certain temps, parce qu'on a eu un petit film récapitulatif, quand même quelques années, dans différentes organisations, que nous poursuivons nos combats. Alors, dans la vie des sociétés comme des institutions ou des organisations politiques, il faut toujours respecter un certain nombre de rituels. Et la cérémonie des vœux en fait partie. Bon, pour ceux qui sont élus locaux, qui l'ont été, les cérémonies de vœux, ça peut avoir un côté un peu, on va dire comme au patinage artistique, figure imposée. Mais nous, ici, on a décidé d'être quand même beaucoup plus, d'abord plus court, et puis peut-être un tout petit peu plus convivial. Bon, une cérémonie de vœux, ça permet généralement de faire un bilan. On va le faire très très vite, on l'a déjà un peu esquissé avec Anthony. Tracer des perspectives, mais enfin c'est surtout le plaisir de se retrouver
toutes et tous ensemble. Je tiens d'abord à saluer la présence de Christian Piquet, je ne sais pas où il est Christian, du Parti communiste français. Christian, avec qui nous lie une longue complicité intellectuelle. Il est aujourd'hui un des principaux inspirateurs du programme du Parti communiste français. Il était une des pièces maîtresses dans le dispositif intellectuel et idéologique de la campagne de Fabien Roussel. Et on est vraiment très heureux de sa présence ce soir. Je tiens également à saluer Lim Wang-dok, qui est ici, le président de la Nouvelle Gauche socialiste. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous avons entamé un processus de convergence avec un certain nombre d'organisations et de partis, la Nouvelle Gauche socialiste, donc de Lim, mais aussi l'engagement, c'est les amis d'Arnaud Montebourg, le mouvement républicain et citoyen de Jean-Luc Laurent, les radicaux de gauche d'Isabelle Amaglio-Terris, les deux d'ailleurs s'excusant, pris, et Stéphane Saint-André, oui bien sûr, pris par d'autres engagements, convergence politique, convergence électorale aussi, parce que l'année 2022 pour la GRS n'a pas été de tout repos. Alors notre congrès a été de tout repos. C'est peut-être ça qui fait la différence avec d'autres organisations, mais bon, c'est aussi la modestie de notre formation, mais bon, il n'y avait pas eu de bourrage dur, enfin en tout cas je crois pas. Et puis il n'y avait qu'un seul texte, donc ça simplifie les choses. Mais ça ne sera pas toujours comme ça, hein, parce qu'on a vocation à grandir, à prospérer, et donc à un moment ou à un autre viendra le temps de la confrontation, je l'espère d'ailleurs, du moment que les autres restent minoritaires, ça ne me dérange pas. Bon, mais on a eu un congrès, on a surtout dû, c'était pas forcément notre volonté au départ, mais subir l'épreuve du feu électoral, se confronter au suffrage universel dans le cadre des élections législatives, à côté de la NUPES, donc la difficulté était quand même conséquente, mais enfin, comme l'a rappelé Anthony excellemment, on s'en est plutôt bien sorti. Je remercie, il y a quelques candidats et candidats qui étaient ici en Ile-de-France et qui ici ont fait des scores remarqués. Je pense à Laurent Mirmont, plus de 5%, Abila Biddag, plus de 5%, et bien d'autres. Hein. Bon, ça prouve que cette organisation qui est toute neuve, toute récente, elle a des choses à dire, et puis surtout des militantes et des militantes qui ont envie de se battre, qui sont déterminés. On a un parti en ordre de marche, il va falloir beaucoup marcher de toute façon en ce début d'année compte tenu des réformes gouvernementales, qui a beaucoup d'ambition, peu de moyens, mais qui peut compter sur le dévouement inentamé des militantes et des militants. Et moi, je veux les remercier pour leur disponibilité, pour leur énergie, surtout en ce moment où il est de bon ton de brocarder les partis politiques qui seraient inadaptés au monde actuel, parfois archaïques. Ben moi, je pense qu'on a besoin de partis, avec des règles, avec des rituels, comme aujourd'hui, avec des modes de fonctionnement bien particuliers, avec aussi l'exercice démocratique, et la libre expression militante, nous on y tient beaucoup, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être, bien sûr, tourné vers l'action, mais aussi d'être un intellectuel collectif. Et quand on voit les défis qui sont devant nous, bon, je ne vais pas en parler ce soir, mais les bouleversements géopolitiques, enfin, il se passe quand même quelque chose de décisif, hein, avec le déplacement du centre de gravité du monde vers le Pacifique, avec la marginalisation possible de l'Europe, quand on voit les enjeux liés au dérèglement climatique, quand on voit la révolution anthropologique que consiste, que représente la révolution numérique et toutes les conséquences que ça va avoir hein, sur le travail, sur nos vies, y compris sur notre intimité, c'est bien de se retrouver entre soi, d'avoir le temps et d'avoir une parole à égalité. Et c'est pour moi un parti politique, c'est ça aussi. Et puis on a besoin de partis constitués, démocratiques, quelles que soient d'ailleurs les vicissitudes rencontrées par telle ou telle organisation en ce moment. Et d'ailleurs, moi, je tiens à dire que je ne me réjouis pas du tout de ce qui se passe au Parti socialiste. D'abord parce que j'ai été, comme beaucoup d'entre vous ici, longtemps militant de cette organisation, que c'est un parti qui a compté dans l'histoire du pays. Et puis surtout, je pense que cet épisode, il est la conséquence directe d'un phénomène assez violent, assez inédit, qui fait qu'en 10 ans, un parti passe de 30% à l'élection présidentielle à 1%, passe de 200 000 militants à 20 000 votants. Et ça, évidemment, ce choc, cette violence, hein,
qu'on ne connaît dans un seul pays d'Europe, c'est le PASOK en Grèce. Sinon, aucun autre parti social-démocrate a connu une telle débandade. Évidemment, ça contribue à exacerber les tensions. Et puis vous avez un certain nombre de grands élus, notamment, qui font comme si le monde et la gauche n'avaient pas changé, qui se comportent comme si le Parti socialiste était encore central, hégémonique. Et évidemment, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe, ce qui explique en grande partie, je crois, les problèmes rencontrés. Mais je le disais ce matin à une journaliste qui était très étonnée, je lui disais le paradoxe du moment, c'est que même si le Parti socialiste traverse une crise très grave, qui appelle sûrement à une refondation, un dépassement, on verra, l'idée socialiste elle-même, elle n'a jamais été autant d'actualité. Et ça, je pense que c'est très important qu'on le redise, c'est-à-dire que, parce que nous on s'appelle gauche républicaine et socialiste, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une histoire, dans une tradition, dans une continuité qui est celle de la République sociale, nous on pense que le socialisme démocratique, ça reste incroyablement pertinent et actuel compte tenu des enjeux du moment. Vous avez sûrement été surpris comme moi par l'immense succès rencontré par le podcast sur Léon Blum. Moi, j'ai rarement autant entendu parler d'une émission de radio, et je pense que ça, c'est un signe. Là, on parle de plusieurs millions d'écoutes. 8 épisodes ardus, quand même informés sur la vie d'un grand leader socialiste d'il y a quasiment un siècle. Et ce qui fait le succès, à mon avis, de cette émission, au-delà des sphères militantes, c'est pas seulement la qualité extraordinaire de Léon Blum, qui était un homme hors du commun, qui était une culture et un raffinement, une sophistication d'un côté incroyable, et en même temps une attention à la vie quotidienne des gens, avec un homme d'action, un homme courageux, un homme qui a fait quand même, l'épisode sur le procès de Riom est extraordinaire, un homme seul face à la machine de Vichy, qui fait échec aux volontés de Pétain, à ses accusateurs. Enfin, voilà, c'est quand même une figure extraordinaire, mais au-delà de cette figure qui explique en partie le succès, moi je pense qu'il y a quelque chose dans l'air qui fait écho à ce qu'a incarné Léon Blum au moment du Front populaire. Et je me disais, et je le disais aux journalistes ce matin avec qui j'étais, qui me regardaient quand même d'un œil un peu torve et étonné, moi je pense que quand on reprend le slogan du Front populaire, pain, paix, liberté, ça a quand même un écho incroyable en 2023. Le pain, alors au sens évidemment métaphorique, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, donc une meilleure redistribution des richesses, mais aussi, et c'était au cœur de la campagne de Fabien Roussel, la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole, mais aussi au sens littéral. Le pain, la crise des boulangers, je pense qu'il ne faut absolument pas le sous-estimer. On a trop tendance à sous-estimer les mouvements dits périphériques. Ce qui est en train de se passer, ou que le fait que le pain dans l'histoire politique de la France, c'est pas rien. La Révolution française, elle commence par une émeute du pain. Je trouve que ce qui est en train de se passer est très important, parce que vous avez là, dans le sud de la France, hier, une initiative inédite où la CGT est allée à la rencontre des boulangers de la région PACA en disant « Nous, on va faire en sorte que votre énergie soit moins chère ». Il y a une sorte de convergence des luttes sur la question spécifique du pouvoir d'achat et du prix de l'énergie. Et donc, cette référence au pain, elle n'est absolument pas neutre politiquement, elle n'est absolument pas neutre symboliquement, et elle résonne dans l'actualité d'aujourd'hui. Je disais, la paix, au moment où l'Europe redécouvre la guerre à ses frontières, et bien sûr avec la guerre en Ukraine, mais aussi ce qui est en train de se passer aux confins de l'ancien empire soviétique, et puis au moment où les gens redécouvrent la logique implacable des impérialismes, le choc des grandes puissances, et aussi, et pour moi qui suis parlementaire européen, c'est vraiment une constatation navrée de tous les jours, les discours des bouts de feu, des va-t-en-guerre, qui ne se rend pas compte qu'aujourd'hui peut se jouer une sorte de course à l'abîme. Et moi je pense que c'est très important que la gauche française renoue avec cette vieille tradition pacifique, en tout cas prône la désescalade, prône de l'impératif de renforcer le camp de la paix, de l'internationalisme, de la solidarité entre les peuples. Et donc la paix aujourd'hui, qu'on avait entre nous un peu oublié, nous les Européens et nous les Français, ça redevient un sujet brûlant, essentiel. La liberté enfin, parce qu'elle ne va pas de soi, elle n'est jamais acquise, même dans les démocraties installées, qu'on en juge à la propension
de certains pays à devenir des régimes dits illibéraux, qu'on en juge aussi à la progression des partis qui se revendiquent de l'autoritarisme, en tout cas d'un rapport un peu compliqué à la démocratie, mais surtout qu'on en juge à ce qui se passe à la surface du globe. Et on l'a fait au moment du Congrès, on le refait aujourd'hui au moment des vœux. C'est pour ça que vous avez derrière vous une série de photos qui rend hommage à la jeunesse iranienne, opprimée, martyrisés, exécutés, assassinés simplement parce qu'ils aspirent à plus de liberté, à plus de droits, eh bien moi je crois que cette année encore, on sera aux côtés des combattants de la liberté, et singulièrement des combattants de la liberté absolue de conscience, et donc de la laïcité. Ça fait partie, bien sûr, de notre ADN politique, de notre identité politique, mais c'est bien de le rappeler, parce que parfois, on a tendance, sous prétexte que ce sont des combats lointains, soit à relativiser, soit, et c'est pire encore, à ne pas reconnaître le caractère totalement universel des valeurs, de ces valeurs-là, qui normalement devraient être partagées par toute la gauche française. Donc voilà, et alors, pain, paix, liberté, moi je me disais que ça résonnait bien en 2023, mais l'exemple du Front populaire, c'est aussi la convergence des luttes. Et le fait que le pouvoir politique et la mobilisation sociale aboutissent à un compromis qui est enfin favorable au monde du travail. Ben là, franchement, c'est pareil, on y est. On y est dans le sens où, alors là, il ne s'agit pas forcément d'une conquête, il ne s'agit pas forcément d'une offensive, mais il s'agit d'empêcher une des réformes les plus régressives, c'est ce que tu as dit, Anthony, les plus antisociales qui soient. Je parle de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et là, on était dans la rue, on y sera le 31, mais je crois qu'on est vraiment face à la mère de toutes les batailles. Parce que vous voyez bien que ce qui se joue, c'est pas seulement le sort d'une majorité qui ne l'est pas, c'est pas seulement une réforme de plus ou moins, c'est aussi une certaine idée de notre modèle social en France, une certaine idée de la répartition entre le capital et le travail, une certaine idée de la répartition entre la vie, les loisirs, le droit mérité au repos pour chaque travailleuse et chaque travailleur. Cette réforme, bon, je ne vais pas reprendre tous les argumentaires, on a un tract qui est excellemment fait, et puis d'autres s'y sont largement exercés. Hein. Je pense notamment aux syndicats, parce que cette unité syndicale nous aide beaucoup. Mais cette réforme, elle est à la fois inutile et j'ose le mot, cruelle. Inutile parce que, contrairement à ce que disent certains membres du gouvernement, il n'y a aucune urgence à réformer les retraites. D'abord, on pourrait s'interroger sur la hiérarchie des urgences des macronistes. On a le dérèglement climatique, on a l'inflation, on a la guerre, on a le délitement des services publics, on a une éducation nationale qui doit être sauvée, on a des transports collectifs qui sont laissés à l'abandon, mais pour eux, la priorité des priorités, l'urgence absolue, c'est la réforme des retraites. Alors même que les chiffres montrent qu'aujourd'hui, on est quasiment excédentaire, qu'on sera peut-être déficitaire demain, mais à hauteur de 10 à 15 milliards d'euros, c'est-à-dire en gros 1/5 de la fraude fiscale et sociale. Donc non, il n'y a pas de priorité à réformer les retraites. Mais surtout, dans les préconisations, dans ce qui est contenu dans le texte de loi, il y a quelque chose qui s'apparente, oui, à de la cruauté. Je dis bien de la cruauté parce que 64 ans, c'est la certitude pour les travailleurs les plus vulnérables de ce pays de mourir au travail. C'est de ça dont on parle. 64 ans, c'est aussi, alors même que dans ce pays, à partir de 55 ans, 2/3 des Français ont un mal fou à avoir un boulot, c'est donc multiplier les allocations chômage et surtout le RSA, alors même qu'on se targue de relancer l'activité dans ce pays. Et puis, je ne reviens pas, mais accélérer les 43 années de cotisation dès 2027, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'auront pas les trimestres, qui auront leur retraite amputée. Il y a ce mensonge macroniste insupportable consistant à dire retraite minimale à 1 200 €, mais on ne dit jamais que ces 1 200 €, c'est si on a une carrière absolument pleine, hein, ce qui arrive très rarement. Et donc ça veut dire, en gros, c'est l'appauvrissement généralisé des retraités dans ce pays. C'est ça la logique de la réforme d'Emmanuel Macron. Et c'est en ça qu'elle est cruelle, mais c'est en ça aussi qu'elle est emblématique de ce qu'est le macronisme. C'est-à-dire, tu l'as dit avec tes mots, mais c'est-à-dire une mansuétude à l'égard des détenteurs du capital qui n'a d'égal que la dureté par rapport au monde du travail. Et donc ça, il faut se mobiliser absolument. On a une chance quand même. D'abord, c'est l'unité syndicale, et dans ce pays, c'est toujours précieux. Ensuite, c'est quand même l'opinion.
car massivement l'opinion est hostile à cette réforme, pas seulement parce que ils préfèrent partir à 62 ou à 60, non, c'est parce qu'ils se rendent compte, je pense que les Français se rendent compte à quel point c'est notre modèle social qui est attaqué de façon violente. Et donc, on sera dans la rue, avec les syndicats, avec les partis de gauche, évidemment, pour se mobiliser contre cette réforme absolument unique. C'est pas la seule campagne qu'on va mener à la GRS. D'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il y aura une campagne spécifique sur le pouvoir d'achat, bien sûr sur les salaires, mais aussi, je reviens sur cette question parce qu'elle me paraît essentielle, sur l'énergie. Et sur l'énergie, je pense qu'on doit faire partie de ces organisations, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'en pensent les différents partis au sein de la gauche française, qui disent qu'un des principaux problèmes, c'est évidemment le marché européen de l'énergie. Et que ce marché européen de l'énergie, qui en réalité a été pensé par des espèces de fanatiques de l'ouverture à la concurrence et de la dérégulation, qui ont abouti, à casser le monopole public d'EDF, qui fonctionnait bien, 2, à faire envoler les prix, alors même que nous, avec le nucléaire et le mix énergétique, on avait des prix qui étaient assez bas, 3, à arriver à des absurdités qui consistent à EDF à vendre à ses propres concurrents une énergie à bon marché, sous prétexte qu'il faut absolument maintenir à flot la concurrence. 4, alors, et ça, c'est quelque chose c'est un dossier européen qu'on doit traiter urgemment, c'est le fait de calculer le prix de l'électricité en fonction du gaz. C'est-à-dire, dans le contexte qu'on connaît, évidemment, l'énergie fossile qui est en train d'exploser littéralement et qui condamne un certain nombre d'entreprises, mais aussi de particuliers, à la frugalité, voire à la faillite. Ce système fou, il faut en sortir maintenant. Les Espagnols et les Portugais ont une exemption en raison de leur singularité géographique, mais nous, la France, elle doit assumer de le quitter politiquement, parce que ça révèle le cours actuel de la construction européenne, en tout cas sur ces questions, qui est purement et simplement inacceptable. Pourquoi je pense que ça doit faire partie des campagnes que mène la gauche républicaine et socialiste? C'est parce qu'évidemment, c'est aussi une façon de parler de l'Europe telle qu'elle se construit, de l'Europe telle que nous voudrions qu'elle se construise. Évidemment, les deux ne coïncident pas. Et puis, c'est une occasion pour nous de préparer les élections européennes. Parce que qui dit parti politique dit élection. Alors, on sera présent au sénatorial en 2023, mais ce n'est pas une élection qui passionne les foules. Et puis, le corps électoral est restreint. Mais on sera présent aussi, je vous le dis dès maintenant, aux élections européennes. Alors, je ne sais pas exactement encore quelle sera la configuration, mais sachez en tout cas que nous, on a un message singulier à faire, à promouvoir sur l'Union européenne, et on ne va pas se gêner pour le faire. Voilà. Donc ça fait partie aussi de notre feuille de route, et je pense que la direction de la gauche républicaine et socialiste, et plus largement les amis de la Fédération de la gauche républicaine, en sont d'accord. Parmi les campagnes, il y aura aussi, et je vais vite, tout ce qui concerne les services publics, hôpital, transport, mais quand même, je voudrais m'attarder un instant seulement, sur quelque chose qui est pour nous fondamental, c'est l'école. L'école de la République qui va pas bien, qui a été massacrée par des réformes successives, et on est arrivé quand même quasiment à un point de non-retour, où on a à la fois, dans le monde enseignant, un profond malaise, voire même plus, une forme de traumatisme. On a aussi, et c'est ça qui est nouveau, et ça c'est le résultat de la politique macroniste, une sorte de management par le stress qui concerne les équipes pédagogiques, mais aussi les élèves, mais aussi les parents, avec la réforme du lycée et Parcoursup. Et moi je pense que là-dessus, on doit se battre et vraiment pied à pied mener des campagnes. Et cette campagne, elle ira nécessairement jusqu'à poser d'autres types de questions. On parle beaucoup de l'égalité territoriale en ce qui concerne l'école. Ça serait bien aussi, même si je ne veux pas qu'on nous accuse de vouloir remettre au goût du jour la querelle scolaire. Mais enfin, est-ce que c'est normal dans ce pays que l'école privée ait quasiment autant de moyens que l'école publique? Ça, je m'excuse. Mais en 2023, quand on voit à quel point les inégalités prospèrent, à quel point notre modèle n'est pas égalitaire, c'est une question qu'on posera nécessairement. Et nous le ferons dans le cadre d'une campagne publique, avec des tracts, avec des mobilisations sur les territoires. Des campagnes, des débats, parce qu'il en faudra bien sûr, Anthony a fait allusion, des rendez-vous électoraux, et puis la volonté quand même, et je finis par là, de peser, alors dans le débat et dans la société, de peser aussi dans le débat à gauche.
parce que comme tu l'as très bien dit, rien de ce qui est à gauche ne nous est étranger. Bon, ça s'inspire en fait d'une formule latine. Hein. C'est un poète, Terence, je crois, qui disait « rien de ce qui est humain ne nous est étranger ». Bon, bah, nous, on a mis ça à notre sauce. Mais la vérité, c'est qu'on est clairement de gauche, et en même temps, nous n'étions pas dans la NUPES. Alors, pour certains, ça peut être une sorte de gêne. Pour nous, pas du tout. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je pense que la gauche ne se résume pas à un accord électoral. Et la NUPES, c'est un accord électoral. Je ne vais pas dire ça n'est qu'un accord électoral, mais c'est un accord électoral. Donc nous, on parle avec tous ceux qui sont à gauche, a fortiori ceux qui participent à la NUPES, mais en même temps, sans jamais rien renier de notre idéal unitaire, parce que la gauche républicaine et socialiste, elle s'est éclairée aussi là-dessus, sur l'idée d'être un trait d'union et d'être pour le rassemblement de la gauche, sans rien renier de notre singularité idéologique. Et notre singularité idéologique, c'est quoi ? Ce qui fait qu'on a beaucoup de convergence avec Christian Piquet sur cette question, c'est on pense que la gauche ne peut pas se contenter d'être un gros tiers dans les trois tiers, c'est-à-dire l'extrême droite, le bloc bourgeois et la gauche. Et qu'en fait, la victoire reviendrait au bloc qui ferait 1 ou 0,5% de plus. Non, la gauche a la vocation à être majoritaire et pour ça, il faut qu'elle aille arracher des voix dans les classes populaires, au Front National et à l'abstention. Sauf que pour arracher des voix aux classes populaires, notamment dans les territoires dits périphériques, dans la ruralité et même dans les banlieues, on considère qu'il y a quelque chose qui doit être mis en avant, et ce qu'on appelle la politique de reconquête républicaine, la politique de redressement républicain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une ambition industrielle, ça veut dire que le Made in France, ça n'est pas qu'un gadget, la relocalisation, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ça veut dire aussi que le régalien, c'est important, que la sécurité publique, c'est quelque chose qui doit être réapproprié par la gauche. Ça veut dire enfin que la science, la raison, ça doit toujours guider notre action et qu'il faut lutter sans arrêt contre les tentations obscurantistes, différentialistes qu'on connaît dans tous les partis. Ça veut dire aussi que l'universalisme, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, soi-disant. Non, au contraire, l'universalisme, concrètement, c'est ce qui permet non seulement à la société de vivre ensemble, de vouloir vivre ensemble, et ça implique des choses aussi essentielles et élémentaires que la défense de la laïcité, la liberté absolue de conscience, le rejet des communautarismes, la défiance par rapport à la bigoterie même ordinaire. C'est tout ça qui fait des politiques de reconquête républicaine, avec bien sûr la redistribution des richesses, les services publics, et c'est aussi, peut-être que ça fait débat parfois entre nous, l'attachement à la nation, et à ce que ça représente, à l'idée de frontière. Une frontière, c'est pas ce qui ferme, au contraire, c'est ce qui permet l'échange, ce qui permet le dialogue, ce qui permet la solidarité. Ça veut dire aussi l'obsession, et c'est la nôtre, du redressement du pays. Et je peux vous dire qu'il y a des choses à faire, parce que le pays, que ce soit d'un point de vue éducatif, industriel, économique, il a beaucoup morflé avec les politiques libérales, et en même temps, il a des atouts extraordinaires, formidables, et c'est cela qu'on souhaite mettre en avant. Voilà en fait notre feuille de route, cette feuille de route républicaine à laquelle je faisais allusion, qui consiste d'abord à croire aux atouts de la France, à faire confiance au mouvement social, et à penser que, en dépit des obstacles, en dépit des difficultés, en dépit parfois de la lassitude qui nous guette quand on voit que les combats sont difficiles, que les gens ne se mobilisent pas forcément pour plein de raisons. Et la première raison, c'est qu'ils sont inquiets, qu'ils ont peur. En dépit de tout ça, on a envie de se battre. Et je crois que ce qui nous caractérise dans notre formation, c'est une formation modeste, bien sûr, mais quand même, on a des militants aguerris, on a des élus locaux, on a des gens qui ne sont pas fatalistes, qui ne sont pas résignés, qui sont lucides, mais qui en même temps sont volontaristes. Et c'est, je crois, ce qui fait qu'on est tous ensemble ce soir. On n'est pas résigné, on n'a pas la tentation de Venise, on n'a pas la tentation d'aller sur notre Aventin. Non, on veut être dans l'action, dans la réflexion, au cœur de la gauche, au service de la France. Et c'est pour ça que je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous, parce qu'on va se retrouver souvent dans ce combat formidable pour le redressement du pays. Belle année à vous.